Bonjour à tous, bienvenue sur cette troisième e-plénière de One-to-One Retail et e-commerce Monaco. Donc on vient d'ouvrir la session, je vois que les spectateurs sont en train d'arriver, donc on va leur laisser une minute pour se connecter. Alors, je vous remercie tous les trois de vous être rendus disponibles aujourd'hui. Merci à tous de vous connecter. Je profite des 3 minutes là pour que les gens arrivent, pour vous passer un petit message de Sonia Mamin, donc la directrice de One-to-One Retail et e-commerce Monaco. Le salon va se tenir, donc ça vous le savez, du 1er au 3 septembre, et il fêtera ses 10 ans. C'est en train de prendre forme. Sonia me disait que les inscriptions sont en train de commencer à redémarrer bien. Alors j'imagine que cette réussite du déconfinement, là, du début du déconfinement, nous permet aussi à tous de recommencer à nous projeter plus facilement. En tout cas, elle vous remercie beaucoup de la confiance que vous apportez à l'événement. Moi, je sais que les équipes travaillent d'arrache-pied pour que One-to-One puisse remplir sa mission, qui est, comme on l'a vu lors de la dernière plénière, super utile, de pouvoir générer ces rencontres business sur toute la chaîne de valeur de l'e-commerce et de la digitalisation du retail. Donc voilà, en termes de résilience, chapeau à eux. Et inscrivez-vous, et en tout cas, ça fera drôlement plaisir de vous voir là-bas. Donc voilà. Bon, bah, c'est bien. Je pense qu'on va pouvoir commencer. On commence à avoir pas mal de spectateurs qui arrivent. Enfin, de spectateurs, j'utilise le terme Zoom, mais de personnes dans le public. Alors, aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Amélie Poisson, directrice marketing client et marque de La Redoute, Chantal Guillemin, directrice digitale et UX client de Monsieur Bricolage, et David Netzela, directeur marketing d'e-Voyageurs SNCF, qui englobe Oui SNCF, Rail Europe et l'assistant SNCF. Alors, pour introduire notre thématique du jour, qui est objectif résilient, si vous voulez bien tous les trois, je vais résumer en accéléré ce qu'ont été pour vos trois enseignes les 3 derniers mois, parce que vous étiez quand même dans des contextes très différents les uns des autres. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises ou si vous avez des compléments. Je commence par Monsieur Bricolage, Chantal. Alors, au moment du confinement, en 3 jours, on vous a dit on ferme tout, puis on peut tout rouvrir, parce qu'en fait, vous êtes sur la liste des magasins qui avaient le droit d'être en activité. Bon, comme vous avez un fonctionnement avec des adhérents, ce sont des petites équipes locales, agiles, qui pouvaient remettre des colis en permanence sur les parkings, etc. Donc, vous avez bien récupéré ce début pourtant haut en couleur. Et ton équipe en centrale, vous avez joué les pompiers pendant 1 mois et demi. En avril, vous avez fait 80% de votre chiffre d'affaires e-commerce annuel et je crois que c'était plus 1400% de commandes. Bon, donc finalement, toi, tes arbitrages, hein, pour commencer à donner des éléments sur notre sujet du jour, tes arbitrages, c'était pas tant une question d'argent que de capacité, parce que vous n'étiez pas forcément prêt à absorber tout ce volume, tout ce flux e-commerce. De ce point de vue-là, d'ailleurs, vous êtes toujours un peu en mode pompier. Et donc, les arbitrages étaient peut-être moins budgétaires que capacitaires, d'autant que tu avais aussi des gens au chômage partiel, parce que l'effort a été collectivement porté par les divisions. Donc, voilà pour le contexte, monsieur Bricolage, on est bon? Très Ok. bien résumé. Alors, La Redoute. Bon, La Redoute, ça va très bien. Vous vous en sortez même plutôt grandi, tu me disais, Amélie. Même si ça n'a pas été simple, vous avez atteint vos objectifs de croissance sur le mois de mai. Mars a été normal et puis vous avez chuté de 50% sur 2 semaines, au moment de sidération de tout le monde. Vous vous êtes dit, si ça dure, ça va être la catastrophe. Vous avez mis du chômage partiel sur 70% des équipes. En fait, votre enjeu, c'était de garder la logistique ouverte, mais dans de bonnes conditions de sécurité et sanitaire. Vous avez fermé l'entrepôt direct pendant 3 jours pour travailler avec les syndicats. Vous avez mis des conditions sanitaires drastiques et réouvert sur un principe de volontariat. Et puis la demande et donc le chiffre d'affaires ont remonté en avril. Et puis vous avez fait un super mois de mai. Après, la capacité de livraison, ça a vraiment été l'enjeu numéro un. Relais Colis a fermé comme d'autres concurrents. La poste a été très réduite. Vous avez trouvé un nouveau transporteur, vous l'avez branché. Au final, vous avez fait une super progression sur 3 mois, donc avec des gains de clientèle, etc. Et puis, vous avez réduit votre chômage partiel petit à petit. Maintenant, vous êtes quasiment à zéro. On est bon? Parfait, Flore, On c'est est tout bon. à fait ça. Alors, David, chez e-Voyageurs SNCF,
Bah, vous, pendant 2 mois, vous avez fait rouler 5% des trains, donc bah, concrètement, vous n'aviez rien à vendre. Quand vous avez réouvert début mai, vous aviez cette contrainte de pas plus de 100 km de distance des gens de leur domicile et puis un remplissage à 50% maximum. Donc le mois de mai a été un mois de préparation de la levée des interdictions, parce que vous savez qu'elle serait levée. Et puis, c'est beaucoup agi non, de réorganiser la roadmap, de faire de la gestion des prestataires, des équipes, etc. En marketing, vous avez tout coupé, puis vous avez relancé le 30 mai. En mai, c'était beaucoup des enjeux de réassurance, de voyager dans de bonnes conditions. Et là, vous rentrez dans une phase plus commerciale, parce que juillet et août vont être cruciaux. Est-ce qu'on est bon, David? J'ai bien résumé ça? C'est tout à fait ça. Ok, bon, super. Alors, donc pour en venir à notre sujet, et cette première partie, je pense que c'est intéressant alors, globalement pour les autres enseignes, acteurs, comptes, annonceurs, etc., mais aussi pour tous les gens de l'écosystème, prestataires notamment, de comprendre comment vous choisissez quel projet vous menez, vous reportez, vous abandonnez, etc. Alors, il y a parfois moins d'argent en caisse, en tout cas, il y a moins de ressources, il y a de toute manière moins de temps que prévu pour réaliser la roadmap 2020 de toute manière. Et donc, sur quels critères est-ce que vous arbitrez vos investissements, vos projets? Est-ce que c'est voilà, rapporter du cash tout de suite, vous rendre plus résilient, ne pas prendre peut-être de retard irrattrapable face à la concurrence? Peut-être Chantal, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer, vous, sur quel principe vous décidez ce que vous gardez, ce que vous ne gardez pas? Alors, comme tu l'évoquais, en fait, ce qu'on a vécu pendant la période de confinement, c'est, on va dire, une activité qu'on n'avait jamais eu l'occasion d'avoir. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait les outils, on avait les bons outils, mais on n'avait pas forcément encore toute la capacité pour absorber le volume. Et dans le parcours client, on était sur du click and collect, hein, pur et dur. Il y avait encore des étapes qui n'étaient pas encore tout à fait, on va dire, sèches par rapport à ces projets et qui étaient d'ailleurs, heureusement, on avait, on va dire, intégré notre outil de back-office web 2-3 mois avant la période du Covid. Donc, ça a été non sans conséquence parce que à la fois, cet outil venait juste, entre guillemets, d'être pris en main par nos magasins. Tous nos magasins, tout le personnel dans nos magasins ne les connaissait pas. Et puis derrière, eh bien, comme tu l'as évoqué, le volume de commandes, toute la machine s'est enrayée. Donc, ce qui aujourd'hui drive un peu nos investissements et notre feuille de route qui est même en train d'être revue là, sur le second semestre directement, c'est comment on accélère, comment on renforce cette stratégie Web to Store, comment pour nos magasins, on rend visible un maximum de produits, parce qu'on s'est aussi rendu compte pendant cette période que la seule visibilité de l'offre, c'était ce que nous montrions sur notre site e-commerce. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des familles de produits. Je donne des cas, par exemple, l'alimentation animale. C'était un des produits qui était majeur à ce moment-là dans nos ventes. Et on s'était rendu compte qu'on avait énormément de produits qui n'étaient pas visibles sur le site parce qu'on n'avait pas les visuels, parce qu'on n'avait pas eu toutes les informations de nos fournisseurs. Donc, en fait, la façon dont on drive maintenant notre roadmap, c'est comment on devient à 100% la vitrine digitale de nos magasins, ce qu'ils ont en magasin, comment nous on les rend visibles et achetables depuis notre site, et puis comment tous nos outils qui gravitent autour de cette stratégie Web to Store, eh bien, on fait en sorte de finaliser ce parcours client, on va dire sans couture, et même comment on va au-delà de ce que les magasins étaient en capacité de faire. Un exemple d'un projet qu'on avait dans nos tablettes depuis un petit moment, mais qu'on n'avait pas vraiment d'occasion de lancer, c'est le fameux Ship from Store. C'est comment, depuis nos magasins, on va livrer nos clients. Ça, clairement, on est en train d'accélérer ce projet pour que 2021, on puisse le mettre en place. Donc voilà, bien évidemment, il y a toujours l'aspect budgétaire, mais fort de cette expérience que nous venons de vivre, le rôle du digital, notamment dans un réseau d'adhérents, et souvent, on peut un peu confronter le monde du magasin et le monde du digital. Clairement, aujourd'hui, c'est comment on renforce l'alliance de ces deux mondes et comment on fait un tout pour que, eh bien, si demain on devait revivre une expérience similaire, on serait bien plus en capacité d'accompagner encore plus nos magasins pour pouvoir faire face à cette
oui, cet événement, quoi. Voilà. D'accord. Est-ce que sur peut-être le Ship from Store, tu peux développer un peu voilà, le rôle que vous imaginez voir pour les magasins à l'avenir pour être de toute manière mieux organisés et peut-être plus résilients face à ce genre de situation? Pour moi, le fait de venir ajouter ce service de livraison depuis nos magasins, ça a été une évidence quand, notamment, on avait des magasins qui n'étaient pas ouverts physiquement au public. On avait créé un statut qui s'appelait magasin de permanence, c'est-à-dire je prends les commandes, je les prépare et je les remets sur le parking. Et en fait, sur le parking, mais on se rendait compte aussi que parfois, ça avait un peu d'engorgement, c'était pas toujours pratique. Et et puis certains clients étaient quand même frileux à l'idée de venir, d'avoir un contact physique avec éventuellement un peu trop de personnes autour de lui. Donc c'est comment ce service-là, on développe toujours depuis nos magasins parce qu'on s'est aussi rendu compte, on a dû fermer comme beaucoup, je serais ravie d'écouter la Redoute, mais on a dû fermer nos entrepôts, on a dû fermer donc tout ce qui était accessible à distance, tout ça s'est fermé du jour au lendemain. Les transporteurs ont été réquisitionnés pour d'autres missions par rapport à l'État, ce qui fait que, en fait, on s'est retrouvé qu'avec une seule, on va dire un seul entrepôt qui étaient nos magasins et il n'y avait que nos magasins qui étaient en capacité de pouvoir aller plus loin et d'aller jusqu'aux clients. Sauf que nous, on n'avait pas la capacité de pouvoir montrer ce service et de pouvoir aussi prévenir le client de cette livraison possible ou pas d'ailleurs en fonction des capacités des magasins. Et c'est ça qu'on veut créer maintenant pour dire on veut vraiment le parcours de bout en bout et on va dire s'il y a un noyau de résistance majeur pour nous c'est le magasin et comment on concentre toute notre activité sur ce magasin quel que soit demain le mode de délivrabilité que souhaite le client. Ok. Amélie, chez La Redoute, comment est-ce que vous avez décidé quel projet vous conserviez, vous acceptiez, vous Alors, repoussiez? on avait une roadmap qui était assez costaud, enfin, comme toutes les entreprises. Et en fait, tu l'as dit au début, c'est vrai qu'il y a eu une telle chute de la demande, alors assez peu de temps, mais pendant 15 jours. Donc, on s'est mis en repli très fort. Donc, déjà, nous, on a coupé notre roadmap de 50%. Ce qui était énorme pour des raisons financières au départ. Et donc, du coup, les critères, ils étaient un peu tout ce que tu as dit. C'est-à-dire, il y avait évidemment les projets héroïstes, mais c'était peut-être pas le premier critère. Le premier critère, c'était d'abord ce qui était légal ou mandatory, c'est-à-dire vraiment obligatoire. Il y a des sujets en digital sur lesquels on n'est pas encore complètement à jour, comme les sujets de paiement autour du DSP2 ou la plateforme de consentement avec la CNIL. Voilà, il fallait qu'on rattrape absolument ces projets. Et là, ils sont derrière nous. Et ensuite, on a gardé des gros projets qui concernaient notamment le back-office, soit la logistique, comme le TMS qui est un outil de transport. Et on voit bien, et on peut en parler juste après derrière, que cette crise a révélé un certain nombre de faiblesses en fait, des entreprises. C'est-à-dire que tu as des projets, tu sais que tu dois les faire, et puis bon, tu les mets dans ta roadmap, mais ils ne sont pas forcément en haut de la pile jusqu'au jour où ça arrive et où tu te dis là, ah oui, là, si j'avais eu le TMS que j'aurais dans 2 mois, la vie aurait été beaucoup plus simple. Donc, du coup, ceux-là, on les a identifiés vraiment comme des projets clés de fonctionnement de l'entreprise et quelque part, plus que le ROI, c'est la survie de l'entreprise. Je pense qu'on était tous au début de la crise dans cette dimension-là. Et la Redoute a connu, c'est une entreprise qui est très résiliente et on a connu des crises. Donc, et avec ce comité de direction, donc on est relativement habitué. Donc, on s'est mis tout de suite en mode de survie et de crise et on s'est dit, OK, pour fonctionner, pour que l'entreprise continue à fonctionner, qu'est-ce qui nous manque et qu'est-ce qu'on doit garder comme projet? Donc, ça, c'était un critère clé. Et enfin, tu avais les projets qui étaient en fin de projet, qui allaient sortir. Voilà, on n'allait pas arrêter des choses qui allaient sortir tout de suite, ou des sujets de dette technique aussi. Ça répond plus à ton point de prendre du retard par rapport à la concurrence ou sur des sujets très techniques, très techno, de plateforme, etc. Il fallait avancer et en profiter. Mais on a gardé assez peu de projets et on s'est concentré sur faire fonctionner le run, livrer nos clients. Et donc, effectivement, tu l'as bien raconté sur la logistique, hein, il y a 2 chaînons clés. Notre logistique, donc faire en sorte qu'elle reste ouverte dans certaines conditions, avec certaines capacités. C'est pour ça qu'en avril, on avait beaucoup de demandes, on n'arrivait pas forcément à livrer nos clients. Enfin, en tout cas, on a annoncé une promesse de 3 semaines, 4 semaines, mais on était très transparent. Ça, je pense que les clients nous ont remercié d'ailleurs.
Et puis, on a branché d'autres transporteurs, un peu de façon artisanale, à la mano, avec un pilotage quasi quotidien de la libération des commandes. Donc, c'était des nouvelles façons de travailler, de suivi, et voilà. Mais donc, sur la partie projet, c'était un peu une grille de tous les critères que tu as énoncés dans ta question. Ok. David, chez e-Voyageurs SNCF, comment est-ce que vous y êtes pris? Est-ce que tu as c'était le même genre de critères? Comment est-ce Ouais. qu'ont été prises ces décisions de maintenir ou repousser les projets? Ouais, en fait, comme tu l'as dit, nous, il y a eu, enfin, ça s'est arrêté de manière assez violente et il y a eu vraiment 2 mois et demi d'inactivité, hein. On a réduit les trains de 95%, on a fait rouler très peu de TGV, il fallait des attestations. Alors, il y a eu quelques belles initiatives, je pense notamment au TGV médicalisé qui a été bien valorisé. Mais donc, en fait, de par ce contexte-là, il y a une première étape de dire, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'on fasse un reforecast, qu'on comprenne quel va être l'impact. Je rappelle qu'on sortait quand même de 2 mois de grève contre la réforme des retraites, qui avait déjà eu beaucoup d'impact sur le business du train. Donc, il a fallu déjà essayer de voir où est-ce qu'on allait atterrir, et on l'a fait assez vite, début avril. Et à partir de là, on a un peu essayé de construire du coup quel allait être le reforecast, quelles allaient être du coup les roadmaps qu'on allait pouvoir engager, et puis à partir de là, on a commencé à prioriser, effectivement déplacer. Il y a des choses qui sont naturellement mises en pause de par le chômage partiel, hein, parce qu'on a mis quand même beaucoup de collaborateurs au chômage partiel. On a aussi, à travers le plan d'économie qu'il a fallu aller chercher assez rapidement, on a aussi réduit la voilure de pas mal de prestats sur des projets. Donc là aussi, naturellement, ça s'est mis en pause. Et une fois que tout ce travail a été fait, c'est-à-dire c'est la période 15 mars, 15 avril, on a regardé un petit peu, on a regardé deux choses. On a regardé à court terme, qu'est-ce qu'on avait comme savoir-faire qu'on pouvait mettre à disposition du collectif, entre guillemets. Et on a sorti, notamment, il y a pas mal d'expertise chez Oui sur tout ce qui est conversationnel, IA, et on a sorti une initiative qui s'appelait Allo Covid, qu'on a développé en partenariat notamment avec l'INSERM et Allo Média, où on a sorti un projet là qui n'était pas prévu et qui est sorti in fine dans 2-3 semaines pour aider les gens à essayer de s'auto faire un diagnostic par téléphone des différents symptômes qu'ils avaient. Donc, c'est des projets qui sont en fait nés avec le contexte. Quand la reprise a commencé à arriver début mai, il y a d'autres projets qu'il a fallu émerger, qui sont sortis très très vite et qui a aussi démontré notre capacité à pouvoir faire des choses très vite. Mais le 11 mai, quand le président et le Premier ministre ils ont annoncé les déconfinements, il y avait beaucoup de sujets autour de la distanciation sociale dans les transports. Dans le TGV, c'est facile parce on pouvait vendre une place sur deux, mais dans les TER, c'est pas possible. Et donc, on a mis en place en 4 jours, les équipes produits ont mis en place en 4 jours un système de coupons où les gens devaient se préenregistrer avant de prendre un billet de train pour pouvoir monter dans un TER, afin de garantir que ces trains-là n'allaient pas être remplis à plus de 50%. Donc, on a été en capacité de sortir des projets, in fine, qui n'étaient pas du tout prévus sur la roadmap, mais qui en vrai sont du jetable, parce que c'est des projets qui ont été valables du 11 mai jusqu'à fin mai et qui sont déjà plus d'actualité. Mais ça montre aussi notre capacité à sortir vite. Après, la priorisation, elle s'est un peu faite sur 3 critères pour la suite. Quand on revient dans une période un peu plus normale, il y a le ROI, vous en avez parlé, il y a un peu le choix du make or buy, c'est-à-dire qu'il y avait une culture chez e-Voyageurs de faire beaucoup de choses par nous-mêmes. Et on regarde un petit peu comment on pourrait s'acheter de l'agilité et peut-être avoir un bon outil qui est peut-être pas le meilleur, qui répond pas à 100% du besoin, mais à 97% du besoin, et qui est déjà dispo chez les acteurs du marché. Et on regarde aussi un peu les must-have versus les nice-to-have. Un truc tout bête, mais là, dans le cadre de la reprise, on offre aux clients toute la possibilité d'échanger et de rembourser leurs billets jusqu'au 31 août. On sait qu'il y a beaucoup d'attentisme. Les clients ne savent pas s'ils vont pouvoir partir en vacances cet été. On avait un peu de dette, Amélie faisait référence, on avait quelques dettes sur cette partie SAV, où un client qui achetait un aller-retour pouvait se faire rembourser son aller-retour, mais pas uniquement son aller ou son retour. On a priorisé ces choses-là, de manière à ce que les clients, là, dans le contexte actuel, puissent se faire rembourser un aller et garder le retour. C'est important parce que sans ça obligeait les gens à aller en boutique et en gare. Et ce qu'on ne veut pas en ce moment, c'est envoyer dans les boutiques et dans les gares. On veut limiter un maximum
d'envoyer du flux physique. Donc ces dettes, on les a un peu accélérées. Et puis il y a des projets qui sont apparus, des nouveaux projets qui sont apparus aussi. Je pense à des choses dans le paiement. Chez Oui SNCF, on ne savait pas, par exemple, traiter le cas des chèques vacances. Et en fait, les chèques vacances, dans le cadre du plan de relance du ministère du Tourisme, les chèques vacances, il a été question, et il est toujours question de faire une distribution massive de chèques vacances. Pareil, les chèques vacances aujourd'hui, quand on veut les acheter, quand on veut les utiliser pour acheter du train, il faut aller en gare. Et donc, on est en train de voir, et c'est un projet qu'on avait dans les cartons depuis 2-3 ans qu'on ne savait pas comment traiter, en train de voir comment en fait on peut accélérer ce projet-là pour pouvoir répondre à ce besoin. Sachant quand on touche à des sujets de paiement, on sait que c'est toujours très complexe. C'est vrai chez tout le monde. Mais c'est vrai que moi, pour compléter ce que dit David, nous aussi, on a eu 2 phases. Et donc, après cette phase de coupe, on a eu cette phase de se dire finalement, peut-être reprioriser des projets différents. Et quand on a vu que la demande remontait et qu'on pouvait réengager des ressources, même si on avait aussi beaucoup de personnes au chômage partiel, on s'est posé sur vraiment les usages des clients. Et nous, on sait que sur la consommation, des biens de consommation, par exemple, tous les sujets de l'économie circulaire, où on n'est pas aujourd'hui, on a commencé à faire nos cadrages et on va avancer sur ces sujets-là. Sur le paiement, on a lancé un appel d'offres pour brancher nouvelle plateforme de paiement. Donc, on ne se serait pas laissé… En fait, il n'y avait pas d'espace dans la roadmap avant le Covid pour ces sujets-là, un peu comme David l'a expliqué. Et finalement, c'était pas mal on a vu pas mal d'initiatives et de possibilités sortir grâce à cette période où on a mis en pause beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment assez intéressant et je pense qu'on repriorisera demain différemment nos roadmaps. Ok. Je pense aussi à un autre type de projet qui est l'amélioration de la web performance et de l'UX mobile qui est revenu aussi pas mal au sommet des préoccupations, parce que c'est toi, Amélie, qui me disais que les gens boîtent chez eux, ils sont encore plus sur mobile que d'habitude. Et du coup, ça aussi, ça faisait partie des projets. Nous, chez nos clients, chez The Trace, on remarque effectivement qu'il y a certains sujets qui reviennent plus que d'autres sur le haut de la pile. Donc, il y a ceux-là. Il y a beaucoup les sujets Ship from Store et référentiel unique plus largement, produits et clients. Il y a les approches D2C, en direct to consumer, des marques et des industriels, beaucoup via la vente en marketplace, c'est vraiment devenu le canal numéro 1. Et alors en particulier là, avec la crise où grosso modo les marketplaces ont enregistré des volumes d'affaires encore plus en croissance que l'e-commerce normal, disons. Et du coup aussi beaucoup l'amélioration des performances des marketplaces existantes, celles qui ont vu leurs voisines cartonner et qui se disent c'est quand même le moment de remettre les choses à plat, par exemple sur la gestion des vendeurs pour pouvoir décoller vraiment. Donc ça c'est typiquement des sujets que nous on a vus chez nos clients remonter très fort. Et puis à l'inverse, on voit des projets repoussés. Alors ça peut être typiquement des gros projets très coûteux, type renouvellement de RP qui peuvent être repoussés de 6 mois, ou alors, et même des projets replatforming qui sont pourtant structurants, mais parce qu'il n'y a juste plus de mains pour les mener, et qui reprendront sans doute plus vite. Mais voilà. Donc, si vous avez encore d'autres exemples chez vous très concrets de projets accélérés ou repoussés, voire annulés, parce que parfois repousser, c'est pas on verra quand on a le temps, on sait que ça passe à la trappe. Donc il y a aussi cette dimension-là où alors on réalise que finalement, si on peut vivre sans, faut peut-être en tirer des enseignements et c'est qu'on a appris à faire autrement ou à faire avec une solution moins coûteuse. Voilà, est-ce que vous avez encore les uns et les autres des exemples Amélie, je crois que sur l'app, vous avez En fait, pas mal tu les réfléchi as là-dessus. un petit peu tous cités, j'ai l'impression. C'est vrai que bon, la performance mobile et application faisait déjà partie de nos priorités, mais c'est vrai qu'on a vu une vraie accélération d'usage très très forte. C'est-à-dire qu'on aurait pu se dire finalement les gens sont chez eux, ils vont surfer sur des ordinateurs, et en fait pas du tout. Je pense que les ordinateurs, ils étaient mobilisés pour l'école et pour les Zooms ou le boulot. Et du coup, sur la partie e-commerce ou autre, on a encore vu une accélération encore plus forte sur le mobile et l'application, et finalement les clients qui sont, pour notre part, qu'on appelle exclusifs mobile, ce qui deviennent très très important. Donc ça, c'est un prisme qui était déjà existant.
qui s'accélère. Et du coup, ça veut dire aussi un changement d'état d'esprit très, très fort des équipes qui parfois vont pas aussi vite que l'usage du client dans la façon de faire et de concevoir les choses. Donc, nous, on a vu un certain nombre de priorités plutôt s'accélérer, celle-ci. Tu as cité le RP, c'est notre cas. On est en plein changement de RP. C'est des projets assez lourds, bon, nécessaires, pas forcément héroïstes, pas forcément avec, ce que je veux dire, une amélioration client au bout. Et du coup, celui-ci, typiquement, on l'a décalé, on ne l'a pas annulé. Et en revanche, dans tes exemples, je vois par exemple, on est en train de refaire notre API livraison et il y a un lot 2, un lot 3, etc. Et là, tu peux te demander à un moment donné si tu ne t'arrêtes pas et si la valeur ajoutée d'aller au bout d'un projet va vraiment apporter une expérience client. En tout cas, est-ce que le fait d'aller jusqu'au bout du projet, ça apporte suffisamment de valeur au client? Et sur certains lots de projets, je dirais, on les a clos. Voilà. Et on s'est dit, de toute façon, il faudra le faire autrement. Et ça fait partie de l'agilité, de la remise en question permanente finalement dans une roadmap du projet aujourd'hui. Enfin, je pense qu'on ne peut plus se dire j'ai un projet là qui est prévu pendant 8 mois avec différents lots, il se passe plein de choses. Entre-temps, il y a plein d'autres solutions, donc on doit s'adapter là-dessus. Ouais. Donc, moi, je souscris complètement à ce que tu Chantal, est-ce que tu peux nous donner aussi quelques exemples de choses, soit dépriorisées, soit tu as été obligé de garder, alors contraint et forcé, je sais pas, je pense à des montées de version ou… Justement, je pense que tu viens de le dire, le mot est juste, c'est que cette période nous a aussi appris à arrêter de faire des choses contraintes et forcées. Et justement, quand nos entrepôts ont dû fermer, en fait, on a coupé les flux qui permettaient aux magasins et aux clients de pouvoir commander les produits sur entrepôt pour tout basculer sur ce qui était présent en magasin. Et en fait, on ne les a pas réactivés depuis. Et en fait, on ne les a pas réactivés parce que trop longtemps, on a un peu subi le manque d'outils. Notre OMS n'est pas prêt aujourd'hui pour bien traiter tout ça. Et donc, on a, plutôt que d'essayer de tout faire un peu comme on pouvait, on a complètement stoppé les choses sur lesquelles le gap entre un taux de service et une qualité de service par rapport à ce qu'on était capable de proposer était trop énorme pour dire on ne va pas là-dessus pour le moment. La priorité, c'est on recentre là où notre force est vraiment, et c'est ce que je disais en parlant de nos magasins, c'est pour nous, c'est vraiment le cœur en fait du réacteur au niveau de ce qu'on doit proposer à nos clients. Et donc, on a un peu déconnecté tout ce qui venait autour, sur lesquels on était un peu, on n'était pas prêt, pas bon, on n'avait pas les outils. En parallèle de ça, on avait un projet qu'on avait lancé qui était toute une réflexion autour du schéma directeur des systèmes d'information. Ça, bien évidemment, ça a été très vite stoppé parce que ça nécessitait énormément d'ateliers avec différentes personnes qui étaient en chômage partiel, qu'on va relancer, je dirais, en septembre. Et pour moi, ce qui est important, c'est que cette période qu'on vient de vivre, elle a changé fondamentalement certainement des projets que j'imaginais ou même des liens, des systèmes d'information que j'imaginais qui aujourd'hui n'ont plus de sens par rapport à ce qu'on vient de vivre. Et ça, pour moi, cette période un peu atypique, je pense qu'en septembre, on ne va pas dire tout à fait la même chose qu'on aurait peut-être évoqué en mars. Et ça, je vois vraiment quelque chose de positif parce que ce schéma directeur dont on a vraiment besoin chez nous va complètement se réorienter, en tout cas pour la partie digitale, vers quelque chose de encore plus simple, plus direct. Le RP, aujourd'hui, on est dépendant de notre RP pour beaucoup de choses. Et en fait, on s'est rendu compte que le RP était bloquant, notamment quand il n'était pas alimenté pendant cette période de confinement. Et comment aujourd'hui on le bypass. Et un peu par rapport à ce que disait David, nous on a vécu l'inverse. On était trop presté, trop externalisé. Et donc on a manqué d'agilité parce que bien évidemment on a tous dû faire face à des problématiques de chômage partiel. Et en fait, quand votre machine s'enraye parce que vous n'avez pas l'habitude de recevoir cette volumétrie et que votre prestataire en face vous dit « je ne suis pas en capacité moi, de vous répondre immédiatement parce que je n'ai pas toutes les personnes », alors que pour nous, c'était vital. Enfin, il y avait des magasins dont le business ne faisait que via le digital. Et quand vous avez des taux de délestage qui sont juste énormes et sur lesquels les clients ne peuvent absolument pas commander, pour nous, c'était un enfer.
Et donc, on est aussi en train de revoir comment on rééquilibre un peu le point entre ce qu'on fait en interne, ce qu'on maîtrise nous maintenant et ce qu'on a externalisé. Donc, tout ça, c'est ce qu'on est aussi en train de revoir. Après, on s'est aussi rendu compte qu'on faisait beaucoup de choses, nous, en lieu et place de nos magasins, des petites tâches qui n'étaient pas tout à fait, qui n'apportaient pas beaucoup de valeur. Et donc, on est en train de se dire aujourd'hui comment on leur redonne cette autonomie, comment on favorise l'autonomie de nos magasins dans certains gestes, certaines informations. Un exemple, nos magasins n'étaient pas, je dirais, c'est que récemment que nos magasins ont des horaires d'ouverture qui sont quasiment normaux. Avant, on a eu des horaires d'ouverture qui étaient complètement… ils ouvraient un jour sur deux, ils ouvraient que le matin, ils ouvraient que l'après-midi. Et donc, on devait toujours jongler avec ces informations-là parce qu'ils n'étaient pas en capacité de le faire eux-mêmes. Et donc, on était mobilisés sans cesse pour faire face à leur actualité. Et tout ça, ça nous a forcément beaucoup mobilisés. Et donc, aujourd'hui, je me dis comment on accélère cette autonomie, comment on accélère aussi cette polyvalence, parce qu'on s'est aussi rendu compte qu'on avait, nous, des outils qu'on connaissait, mais qui n'étaient pas connus de plusieurs personnes. Et quand vous êtes un nombre restreint, quand vous avez une obligation de mettre une partie de vos équipes en chômage partiel pour faire face à cette situation, naturellement, vous allez chercher vos couteaux suisses. Des gens qui sont capables de très très vite prendre en main des outils et répondre à des besoins particuliers. Donc aujourd'hui, on est en train de revoir aussi cette roadmap pour, accélérer l'autonomie de nos magasins, la polyvalence de nos collaborateurs. On recentre essentiellement nos efforts sur le Web to Store, comment on va encore plus loin sur cette stratégie. Et puis, un projet, malheureusement, qu'on aurait dû initier, et là, un peu comme disait Amélie, c'est dommage qu'on ne l'ait pas eu avant, c'est qu'on aurait dû ouvrir notre call center externalisé le 1er avril. Bon, il faut arrêter d'ouvrir des choses, démarrer les choses le 1er avril définitivement. Et donc, on avait normalement un renfort pour faire face à un pic d'activité. Naturellement, le monde du bricolage se réveille un peu plus de mars à, on va dire, à fin août. Et là, on s'est retrouvé avec une toute petite équipe interne de service client, sans capacité de pouvoir former, ouvrir ce call center. Et là, franchement, ça a été aussi l'enfer. Parce qu'on s'est dit, on ne peut pas, avec nos 5-6 personnes, répondre à la masse. Nos magasins n'étant plus en capacité de prendre eux-mêmes ce service client-là en direct, c'est nous qui avons un peu fait l'objet de débords. Et là, on s'est dit, bon, on n'a pas d'autre choix. Et ça, pour moi, maintenant, c'est aussi comment… Bon, le call center va s'ouvrir là, dans 15 jours. Donc, ça y est, on est en phase de l'ouvrir. Et puis, c'est aussi comment on va rendre plus autonomes nos clients sur un certain nombre d'informations sur lesquelles ils étaient tout le temps en demande, que ce soit par téléphone, par chat. Donc, voilà, un peu comment on réoriente. Alors, j'anticipe un peu par rapport à ta question sur le client, mais pour moi, c'est vraiment les deux feuilles de route majeures. C'est le Web to Store et le client dans son parcours global et son autonomie. Là, tu parlais aussi du rapport, enfin de l'appel aux prestataires. Là-dessus, David, tu peux en dire un mot, parce que vous êtes un peu en train de changer de culture sur le sujet. Historiquement, vous faisiez beaucoup de choses en interne. Ouais, exactement. On faisait beaucoup de choses en interne. Alors, ça ne voulait pas dire qu'on développait en interne, mais on pouvait faire appel à des prestataires en externe, du coup, en allant chercher des compétences et on réunifiait tout ça. Là, ce qu'on se dit, c'est qu'effectivement, sur certains sujets, il faut qu'on soit… Et c'est quelque chose qu'on avait déjà un petit peu démarré avant, c'est vraiment cette logique de make or buy. Et c'est quelque chose qui est important. Il y a un bon exemple, je trouve, pareil qu'on avait initié avant, qui est le cloud. En fait, notre activité, elle s'est arrêtée pendant 2 mois, sauf qu'aujourd'hui, on n'avait pas fait ce move to cloud, et donc on a des data centers en propre avec beaucoup de gens, beaucoup de bécanes, et on s'est rendu compte qu'en fait, en réduisant de 95% le trafic et le business, ça, c'était des vrais coûts fixes et que ça ne réduisait pas. C'est-à-dire qu'autant on peut couper le marketing, on peut couper le média, autant ça, quand il y a 400-500 bécanes, 1000 bécanes et qu'il y a des gens pour les gérer, même quand il n'y a pas de business, elles sont là. La beauté du cloud, c'est que tu peux variabiliser ces coûts qui étaient historiquement fixes. Et donc, on avait initié un peu cette démarche et ça nous a confirmé qu'il fallait vraiment y aller parce que demain, on a une nouvelle crise sanitaire, une grève, que sais-je, je ne le souhaite pas, mais en tout cas, on sera prêt avec le cloud à variabiliser un peu nos capacités et nos besoins, que ce soit de l'hébergement, que ce soit des applicatifs.
et ça, c'est un vrai aussi enseignement. Il y a des choses qui étaient historiquement qu'on arrivait à réaliser, et il y en a d'autres qu'on n'arrivait pas. Et il va falloir qu'on arrive à le faire en fait. Ok. Ok. Et puis, ouais, au final, je vois aussi que vous avez protégé certains domaines, que enfin, le fait de faire des arbitrages entre les projets, j'imagine que c'est pas forcément simple d'un point de vue managérial. Donc, je veux dire, bah, toi, désolé, t'es dans t'es dans le projet qu'on fait pas. Donc, venons-en peut-être à une autre question qui est, là maintenant, comment est-ce que toutes les choses que vous avez mises en place, les décisions que vous avez prises, etc., comment est-ce qu'on fait durer dans le temps les dispositifs qu'on a un peu voilà, branchés vite fait, mal fait comment est-ce qu'on rend ces plans d'action plus révisables? Alors, on a déjà un petit peu parlé, mais typiquement, Chantal, quand tu parles de rendre plus autonomes les magasins, en fait, en leur donnant un peu d'autonomie, c'est aussi de l'agilité, ça permet de réagir plus vite. Mais je ne sais pas si vous allez élaborer des plans de continuation d'activité, etc. Mais voilà, comment est-ce que vous allez maintenant sortir du mode pompier et créer ce nouveau rythme de croisière? Chantal, par exemple, tu me disais, ça peut être donc via la bonne connaissance de vos outils par les magasins, du nouveau back-office web que vous avez lancé en fin d'année dernière. Et là, vu les volumes, les magasins ont été obligés de se plonger dedans beaucoup. Ça va peut-être vous faciliter les choses à l'avenir. C'est vrai qu'on a été champion du monde du tuto rapide à faire pour que tous nos magasins apprennent nos outils. Clairement, alors je pense que c'est encore plus vrai dans le monde du digital, mais nos organisations sont tout le temps en perpétuelle évolution. Et ce qu'a démontré cette période, c'est que on est encore en train de revoir cette organisation par rapport à justement ces nouveaux projets. Moi, j'ai une équipe qui est aujourd'hui pas suffisamment staffée pour pouvoir assurer la roadmap qu'on est en train d'écrire. Donc, je suis plutôt en train d'essayer de la renforcer et de recruter plus de monde pour pouvoir faire ces projets-là, les accélérer. Maintenant, on est aussi, et on aura cette discussion-là très prochainement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au même moment, M. Bricage est en train d'entamer une transformation digitale, informatique et humaine. Et notre transformation, on va dire, humaine, elle s'est un peu stoppée du jour au lendemain. On avait d'ailleurs un événement qui était prévu en pleine période de confinement qui a été forcément annulé. Et donc, on va mener dans 15 jours une réflexion, en tout cas avec chacune de nos équipes, pour voir un peu ce retour d'expérience, comment les personnes, comment nos équipes ont vécu cette période de confinement, et puis comment ils envisagent aussi le futur. Beaucoup, alors nous on avait le télétravail dans nos modes de fonctionnement, mais forcément pas à 100%. Et aujourd'hui, on se rend compte, notamment quand on a des bureaux parisiens, tout le monde n'habite pas sur Paris, il y a eu un vrai confort qui s'est installé, une vraie efficacité aussi, et toutes les questions de se dire comment, c'est quoi demain, enfin, comment on va s'organiser par rapport à la fois pour mener les projets, pour aussi faire coïncider le bien-être personnel et professionnel. Donc, c'est toutes ces questions-là qu'on va démarrer dans 15 jours. Alors, pourquoi dans 15 jours? Parce qu'en fait, il y a une reprise à 100% de toutes les activités au niveau du siège dès le 29 juin. Voilà, on a encore une partie aujourd'hui des personnes qui sont en chômage partiel et d'ici 15 jours, tout le monde sera de retour. Et donc, c'est là où on va commencer aussi à bâtir un peu nos nouvelles organisations et puis notre roadmap, naturellement, va en découler aussi. Ok. Amélie, chez La Redoute, comment est-ce que vous arrivez là à sortir de cette période d'urgence et à prendre votre nouveau rythme de croisière? Donc, entre les équipes qu'il faut remobiliser, celles dont le projet s'était aussi arrêté, je pense sans doute aux équipes produits qui étaient, voilà, les usines étaient fermées dans le monde, donc j'imagine qu'il y avait une suspension un peu de leur côté. Et plus globalement,
Voilà, d'un point de vue managérial, comment est-ce que ça se passe pour aujourd'hui, parce que pour pas trop reparler des 3 derniers mois, mais comment est-ce que tu fais pour remobiliser tout le monde, pour après cette période qui, voilà, quand même, à plein de titres très particulière. En fait, après le 11 mai, on a commencé à revenir beaucoup plus au travail, hein, en télétravail début mai, fin avril, début mai. Donc, on y est allé d'abord progressivement. On n'a pas passé de j'ai 70-80% des gens au chômage partiel à tout le monde 100% revient au boulot en même temps, parce que tout le monde était en télétravail et ça demande une organisation. Quand tu as 20 ou 30% de l'entreprise qui est en télétravail, on avait trouvé nos rituels, notre rythme, etc. Et certains d'ailleurs, étaient sortis un peu de leur périmètre, de leur rôle. J'aime bien l'expression de Chantal tout à l'heure de couteau suisse. En tout cas, on s'était appuyé pour fonctionner sur le run, sur des gens qui à la fois connaissaient bien l'entreprise et en même temps connaissaient bien les autres métiers et pouvaient être autonomes finalement dans le fonctionnement de leur rôle et dans le plan d'action au quotidien. Et donc certains ont pris un nouveau rôle. Et du coup, tu te retrouves face à des collaborateurs qui ont télétravaillé pendant toute la période, qui parfois se sont révélés d'ailleurs, et qui se sont éclatés pour la plupart, même si les conditions, les enfants, tout ça, la famille, c'était pas simple. Donc, ils sont un peu fatigués, mais ils étaient à fond. Et puis, ceux qui étaient en chômage partiel, qui tout d'un coup reviennent et se disent, bon, OK, comment on fonctionne? Donc, tu as un espèce de petit moment de solitude en tant que manager d'une grande équipe et tu te dis, bon, alors attends, là, il va falloir comment on fait? Et donc, on s'est dit, la première fois, le premier temps, ça a été un temps d'analyse, de se dire, qu'est-ce qui s'était bien passé, qu'est-ce qui s'était pas bien passé? Et on ne l'a pas fait qu'au niveau du comité de direction, on l'a fait avec nos équipes et on l'a synthétisé et on s'est rendu compte déjà qu'on avait la même vision sur à la fois ce qui s'était passé de bien, et il y a énormément de choses qui sont positives dans ce fonctionnement, et puis qu'est-ce qui était amélioré ou voilà, les zones de questions qu'il fallait qu'on règle. Donc, on a eu ce moment d'introspection. Je pense qu'il était nécessaire et on l'a partagé avec l'ensemble des managers, des direct reports du comité de direction pour être sûr que tout le monde avait la même vision. Et on avait entamé en fait avant un projet sur la culture de l'entreprise et sur le rôle du manager et sur le fonctionnement et l'organisation. Finalement, cette crise a accéléré un certain nombre de principes, d'axes stratégiques ou de fonctionnement qu'on avait en tête. D'abord, notre mission, c'est embellir la vie des familles et on s'est rendu compte que pendant ce confinement, on avait eu une utilité renforcée de cette mission parce que finalement, beaucoup de magasins étaient fermés et si tu voulais habiller tes enfants, faire du rangement, redécorer ta maison ou ta terrasse, etc., il y avait assez peu d'acteurs et la Redoute, c'est pour ça qu'on a bien fonctionné. Une fois qu'encore une fois, les 2 semaines étaient passées de sidération où les gens étaient concentrés sur les premiers biens importants dans leur vie, comme l'ordinateur, des choses comme ça. Donc, du coup, ça a boosté tout le monde parce que quand tu travailles, quand tu as une étoile du berger commune dans l'entreprise et que tu te dis « je suis utile dans la vie des gens », c'est pas pareil quand tu vas au boulot et que tu te dis « à quoi je sers ». Donc, ça, il y a eu il y a un sujet d'alignement autour de l'entreprise. Ensuite, sur les managers, nous, on a 3 postures clés sur les managers, leaders. Donc, je donne le sens. Donc, voilà, coach. J'ai plutôt une culture de feedback qu'une culture de validation. Et intrapreneur, parce que c'est aussi dans nos gènes sur la reprise de la Redoute, sur l'initiative, l'autonomie, l'innovation. Et donc, tout ça, c'est assez théorique. Et tout d'un coup, une crise arrive et tu te dis que tu n'as pas le choix que d'être coach, leader et intrapreneur. Sinon, ça ne peut pas fonctionner, puisque tu ne vois plus les gens en physique, les circuits de validation changent, etc. Et donc, du coup, on a expérimenté finalement ces valeurs. Et donc, il s'agit de garder ça. Et tout ce qui a été positif là-dessus, et ce qu'on va demander aujourd'hui sur les managers, parce que ce qui peut coincer les équipes, parfois, c'est la complexité de l'organisation, c'est trop de réunions, c'est trop de circuits de validation, j'ai pas le sentiment finalement d'être maître du jeu ou d'être autonome et du coup, je suis qu'un pion dans un truc et du coup, c'est démotivant. C'est vraiment et c'est pas simple parce que c'est un changement de culture, mais qu'on mette en place cette culture du feedback et cette posture de coach. Pour moi, elle est clé parce que si tu as des managers coach, ça change tout
dans l'autonomie que tu laisses à tes équipes. Ça ne veut pas dire que c'est l'autonomie, je ne sais pas quoi, l'entreprise libérée ou des trucs comme ça, où certaines entreprises vont très très loin, j'y crois pas vachement. Je pense que le manager doit donner la direction et ensuite doit faire un feedback. Mais ensuite, il doit laisser suffisamment d'espace pour que ses collaborateurs prennent des initiatives et grandissent et s'éclatent. Voilà, parce que ça change tout en fait. Donc, si tu veux, c'est vraiment donc ça. Et sur le télétravail, on avait des freins. On avait signé un accord à 3 jours par mois avec un niveau de scepticisme parfois de certains au niveau du comité de direction. Et tout ça est tombé parce qu'effectivement, ça a fonctionné. Donc là aussi, on ne se dit pas qu'on va faire comme avant. Donc, on est en train de rouvrir des chantiers, même des chantiers de télétravail. Alors, ce n'est pas pareil d'avoir tout le monde en télétravail ou bien une partie des gens dans une salle, d'autres sur Teams, etc. Ça a des limites. Donc c'est un nouveau télétravail qu'il faut inventer pour que tout le monde, avec peut-être des jours obligatoires physiquement, des réunions, workshops ou travail en commun en physique, etc. Et plein d'autres choses peuvent se faire en télétravail. Et je suis d'accord avec Chantal sur le confort et l'efficacité que ça peut apporter. Donc, il y a eu plein d'articles, vous les avez tous lus, sur à la fois l'utilité du télétravail et en même temps, s'il est excessif, tu perds la créativité, le lien social, etc. Donc, chaque entreprise doit se réinventer là-dessus. Donc, on a ouvert tous ces chantiers. Voilà. Okay. On ne peut pas revenir à un fonctionnement initial. Est-ce qu'il y a des choses de type… moi, j'ai entendu pas mal de distributeurs expliquer que les circuits de décision avaient été beaucoup raccourcis pendant la crise parce qu'il fallait tout bêtement réagir vite, que finalement ça fonctionnait plutôt bien. Est-ce que chez vous, ça a été le cas ou les circuits de décision étaient déjà courts ou ça a changé beaucoup de choses? Je suis toujours partagée là-dessus parce que pour connaître, avoir connu pas mal d'autres entreprises, je trouve que la Redoute, il y a un circuit de validation qui n'est pas si complexe et qui est rapide. Maintenant, quand tu écoutes les collaborateurs, ça reste un point d'amélioration. Donc voilà, donc la vision n'est pas toujours partagée, donc il faut écouter ça et se remettre en cause. Donc oui, là, il y a une autonomie. Enfin, je pense je te dis, en passant du coach, tu n'es pas dans la validation, tu es dans le feedback après. Ce n'est pas du tout pareil. Chez Voyageurs SNCF, ça a été… est-ce qu'il y a eu une prise de conscience et des modifications sur ce point-là? Et si oui, est-ce que vous allez essayer de garder cette nouvelle façon de faire? Le circuit court de décision, il est lié à tous les facteurs qu'on a cités précédemment. En fait, le fait d'être en télétravail, le fait d'avoir des gens en chômage partiel fait que tu as un peu moins de gens pour décider, un peu moins de gens pour exécuter, et il faut aller vite. Donc c'est vrai que si on résume un peu la période qu'on a vécue là, depuis 3 mois, on était beaucoup dans l'action et aussi quand même pas mal dans le court terme. Alors, on a essayé de se projeter un peu sur la reprise, voilà, versus des temps normaux où on est un peu plus dans la prise de recul et on arrive un peu mieux à travailler le moyen long terme. Donc ça c'est voilà. Après, je trouve que le télétravail, on a commencé justement à regarder un peu avec le CODIR comment on allait faire évoluer notre politique. On avait déjà une politique sur le télétravail qui était assez favorable, puisqu'on a un jour de télétravail par semaine qui est déjà intégré, plus 20 jours par an, donc on a quasiment un jour et demi, presque 2 jours si on compte les vacances, où les gens peuvent télétravailler. Donc on avait plutôt déjà une politique qui était assez favorable là-dessus. Ce qu'on se rend compte quand même dans le télétravail, et encore plus avec le confinement, c'est que les visios sont quand même, les réunions qu'on a à plusieurs en visio sont quand même assez descendantes. C'est-à-dire qu'il y en a un qui arrive avec une idée, qui va la partager, qui va peut-être la vendre, et il y a quand même beaucoup moins de place à l'interaction. Il y a beaucoup moins d'acteurs qui sont partie prenante des sujets. D'ailleurs, dans le public, n'hésitez pas à poser des questions ou réagir par le chat du module de questions-réponses. Voilà, c'est un bon exemple. Et nous, on a commencé à revenir un petit peu au bureau avec le CODIR. Les collaborateurs ont un peu de mal à suivre pour le moment, mais on le voit quand même quand on se retrouve à 7 ou 8. On n'a pas du tout les mêmes échanges. Et puis même, on capte pas, il y a un truc tout bête, mais les signaux informels qu'on arrive à capter en physique, on les capte pas sur le télétravail. Okay. Donc c'est quand même important de trouver un équilibre. Entendu. On va en venir à la dernière partie qui est plus sur l'orientation client. Alors, je sais que ça sonne comme une question un peu prétexte, mais dans mon esprit, ça n'en est vraiment pas une.
Je pense que bon, c'est évident que penser client, ça a guidé beaucoup d'initiatives là depuis 3 mois. Donc peut-être que la crise actuelle, elle accélère la diffusion de ce type d'approche, ce qui ne va pas complètement de soi, par exemple pour les enseignes qui sont plus en mode survie. Et moi, ça me fait toujours penser, alors pardon parce que c'est le concurrent de tout le monde, alors remarque, pas de la SNCF, mais ça me fait toujours penser à Amazon, où j'avais eu la chance de visiter Qui? le siège à Seattle et de parler avec des gens de chez Prime Now, de Go, de Fresh, du Voice Commerce, etc. Chez eux, l'obsession client, elle se matérialise par une décentralisation maximale pour que les idées et les décisions interviennent au plus près du terrain et au plus rapidement, et puis remonte la pyramide. Mais en temps de crise, c'est aussi nécessaire de fixer un cap, de diffuser des guidelines parfois, de mobiliser, enfin d'être sûr que la machine suive. Et donc le rôle du leadership est aussi crucial. Et voilà, donc ma question c'est comment est-ce que vous avez réussi à conjuguer les deux dans la pratique? Ça s'est passé comment chez vous? Moi, c'est ce que j'expliquais, hein, c'est que dans nos projets, le client a toujours fait partie de notre ADN et on a comme valeur, et en tout cas on le prône, c'est de faire valoir la relation avant la transaction. Et, et aujourd'hui, ce que nous on a démontré, c'est qu'on n'a pas suffisamment investi sur le client, à la fois pour l'écouter, à la fois pour l'accompagner et pouvoir faire face à cette volumétrie d'informations qui nous venaient un peu de toutes parts. Donc, clairement, pour moi, ça a démontré on avait les bons outils, on avait les personnes, mais que les moyens n'étaient pas suffisants face à ça. Et, euh, et donc, c'est clairement quelque chose sur lequel on va devoir investir beaucoup plus à la fois même dans la façon, dans les informations. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte aussi qu'on n'a pas de référentiel sur beaucoup de sujets et que si on n'a pas cette information-là tracée, ben, on va répéter 10 000 fois la même chose et nos process sont beaucoup plus longs. Ce qu'on a aussi, on s'est aussi rendu compte qu'il y a énormément de choses qu'on fait en manuel. Et c'est comment on automatise pardon, beaucoup plus de tâches pour être vraiment plus dans la création de valeur et tout ce qui est un peu récurrent, un peu nécessaire pour le client, mais pas forcément quelque chose de très engageant au niveau du commerce. Comment tout ça, on fait en sorte aussi de pouvoir créer des bases de référencement sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Notamment, il y avait des outils qu'on voulait mettre en place, type des foires aux questions dynamiques, ce genre de solutions qu'on repoussait. Là, clairement, si on les avait eues, on aurait gagné un temps phénoménal. Donc, pour moi, le client, il va rester au centre de notre stratégie. Et comme je te le disais, Flo, nous, on a deux clients. On a le client final, donc le consommateur, mais on a aussi nos adhérents, nos magasins. Et donc, Bien c'est sûr, bien sûr. notre prisme aujourd'hui, c'est de voir un peu comment ces deux clients-là, on va pouvoir les servir au mieux, tout en les rendant beaucoup plus autonomes dans tout ce qu'on va mettre en place, Ok, dans nos outils, dans nos process, avec nos équipes. d'accord. Amélie, côté La Alors, Redoute? moi, je pense pour deux choses importantes pour nous. C'est bon, évidemment qu'on est obsédé par le client. Ça s'est matérialisé par la data au service du client. Le sujet, c'était vraiment de se dire, et en fait, c'est hyper important parce que chez un retailer, souvent, le référentiel, c'est l'année dernière. C'est l'historique. Ils sont obsédés par l'historique et en digital, ça n'a aucun sens. Donc moi, je suis ravie. Là, j'ai gagné une victoire, je vous le dis, parce qu'on a repris le pouvoir de se dire la data chaude, vraiment ce qui se passe sur le moment, les trends et par exemple sur le plan commercial, je prends les insights clients, j'oublie l'historique. Évidemment qu'il y a un cadrage, etc. Concrètement, tu vois, ça veut dire quoi? Ça se Concrètement, matérialise ça veut comment? dire Quel genre de que, si tu décision veux, nouvelle? les commerciaux te font un plan commercial où ils te remettent toujours leurs OP promotionnels de l'année dernière parce que là, on avait poussé la chaussure, le machin. Oui, enfin bon, là, si, par exemple, la cérémonie, bah, les mariages sont annulés, tu vas pas pousser les robes de mariée. Donc, c'est du bon sens, hein, c'est le marketing et l'obsession client. Le client, en général, nous renvoie quelque chose de bon sens. Donc, du coup, en tout cas, on a vraiment animé
nos messages clients, notre plan commercial, etc., à partir des datas, de toutes les datas qu'on peut avoir, qu'on connaît tous par cœur, en interne, en externe, etc. Et du coup, je pense qu'on a du coup une communication qui est beaucoup plus en proximité et qui parle beaucoup plus aux gens. Et ça, c'est une vraie victoire et il faut absolument qu'on le maintienne et finalement qu'on ait en référence cette historique, bien sûr, pour construire une trajectoire ou un budget financier, etc. C'est normal, mais ensuite, il faut qu'on ait cette possibilité, cette agilité d'adapter un certain nombre de choses. Je pense que Chantal rigole parce que chez les retailers, c'est une maladie historique quand même. Donc, du coup, pour moi, du coup, c'est aussi sur, au lieu de dire quelle opération je fais pour écouler mes stocks, c'est que veulent acheter mes clients en ce moment. Exactement, c'est qu'est-ce que consomment les gens. En ce moment, tu parlais des marketplaces. Nous, la marketplace a un poids très important à la Redoute. Heureusement qu'on l'avait, et notamment en début de crise, parce qu'en début de crise et en avril, on ne vendait pas forcément les produits qu'on avait, nous, en stock. L'habillement, quand tu sors pas de chez toi, à part pour les enfants, ça a été difficile, l'habillement sur la femme. La maison, c'est venu après et c'est remonté très fort. Mais au départ, les gens cherchaient aussi des choses pour occuper leurs gamins à la maison. Et c'était du loisir. Et le loisir, on l'a en marketplace. Donc, du coup, normalement, tu as une organisation interne qui fait que tu pousses toujours tes collections à toi, tes collections prêtes à porter et maison, et pas forcément, je sais pas moi, les trampolines ou les trottinettes. Okay. Et c'est ça qui était intéressant parce qu'on a pu faire découvrir à nos clients la richesse de ce qu'on proposait avec des catégories qui souvent sont considérées en interne comme moins nobles. Mais c'est ce que les gens achetaient. Alors évidemment, ils se sont rués sur les machines à pain et les yaourtières. On était très vite en rupture. Mais ça, on en avait une partie en stock, une partie en marketplace. Oui. Et c'est ça qui était très intéressant. C'était de voir ce que les gens achetaient et de leur proposer ce qu'ils voulaient. Et pour moi, ça paraît lunaire quand je l'explique comme ça. Mais on a tous ce phénomène en interne de, voilà, chacun a ses collections, ses stocks, veut pousser ses trucs, etc. Et notre rôle à nous, c'est de répondre aux clients et de dire, oui, mais si en ce moment, ce n'est pas les robes longues qui se vendent, c'est les machines à pain, et c'est les machines à pain que je dois mettre en avant. Voilà. Okay. Donc, et là, ça a changé quand même les choses. Donc ça, c'était vraiment très important. Et ensuite, je pense que l'obsession client, elle nous drivait déjà dans notre roadmap projet et ça va être encore plus le cas puisqu'on a identifié certaines faiblesses de back-office, de TMS, de distribution. Et c'est là-dessus qu'on va travailler et on va prioriser dans les mois qui viennent. Ok. David, sur cette question de l'orientation client, ou de l'orientation usager, je ne sais pas comment on dit. Ouais, c'est ça. Est-ce que la crise a changé quelque chose ou pas Il y a une vraie évolution, je pense. Il y a la SNCF, effectivement, j'ai beaucoup entendu au début quand je suis arrivé le terme usager en parlant d'un client. La SNCF, c'est une marque qui est assez paradoxale parce qu'elle est patrimoniale. Les Français l'adorent et les Français la détestent. Et c'est très compliqué parce que dans des temps de grève ou de choses comme ça ou de retard, on a toutes des expériences qui sont terribles et qui du coup nous font détester le train. Et à côté de ça, on a des très bons souvenirs de vacances où on part en train et c'est justement le début des vacances et puis on se retrouve à la voiture bar et puis on allait avec les copains. Donc c'est assez paradoxal. Comment? Oui. Monopole. Après, il y a quand même, là où je rejoins Amélie. Alors sur la distribution de trains qui s'est ouvert à la concurrence il y a quelques temps, on n'est plus tout seul et donc oui, SNCF a des concurrents. Ça, je pense que aussi ça nous a mis un bon coup de pied pour se dire il faut qu'on soit au niveau parce que les gens ils ont le choix. La mobilité, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Tout à l'heure, tu disais qu'effectivement Amazon n'était pas un de nos concurrents. Ça pourrait le devenir demain. Google a énormément de data, ça pourrait devenir un concurrent demain. Beaucoup d'acteurs qui sont sur. Discount va beaucoup sur le service. Ouais. Il y a beaucoup d'acteurs de la mobilité qui se disent en fait, on a envie de devenir une plateforme géante de mobilité et c'est aussi un peu la vision de la SNCF d'aller sur ce terrain-là avec notamment l'assistant SNCF. Le Mobility as a Service. C'est ça, le MaaS. Énormément d'envie de tout le monde. Exactement. Mais c'est un vrai bon truc. C'est vrai qu'avoir sur son téléphone 3 applis de trottinette, 2 applis de vélo, 3 applis de VTC, c'est chiant pour le client. Et avoir un acteur qui englobe tout ça, ce serait bien. Et on pense que la SNCF est légitime. Et c'est pour ça qu'on a sorti d'ailleurs en début de semaine notre partenariat avec Uber sur l'assistant. Aujourd'hui, vous pouvez réserver un Uber sur l'appli SNCF. Là où je rejoins Amélie, c'est qu'on a aussi quand même
on a la chance d'avoir beaucoup de données. Chez Oui SNCF particulièrement, on a quand même une grosse culture digitale et on lit beaucoup les données. On partage beaucoup les données, enfin on écoute beaucoup de clients, on suit évidemment les NPS, on fait évidemment beaucoup d'écoute sociale. Là, sur la reprise, on a lancé beaucoup d'études de baromètres pour comprendre ce que les Français avaient en tête, est-ce qu'ils allaient partir en vacances, si oui, comment. Ce qu'on voit, c'est que ça a été très séquencé aussi en fonction des annonces gouvernementales, avec les différents messages. Les Français pourront partir en vacances, la levée de la contrainte des 100 km, la levée des contraintes de la distanciation sociale dans les TGV. Et pour nous, ça a été, l'orientation client, elle est aussi un peu venue, elle a été assez top-down par le gouvernement qui a dit, en fait, vous pouvez commencer à prendre le train, c'est safe. Et nous, tout notre sujet en termes d'orientation, ça a été de dire oui, c'est safe, voilà la preuve. On a un certain nombre de mesures, on a sorti le manifesto En train tous responsables, on explique à tous nos clients qu'on désinfecte les gares régulièrement, qu'on désinfecte les trains, que le port du masque, il est obligatoire, et ça, c'est pas toujours très bien compris par nos clients, mais c'est quand même très important. Et l'important, c'est de communiquer là-dessus et de rassurer énormément les clients sur le fait qu'en fait, le train, ça se passe bien même après le Covid, c'est safe, c'est un moyen de transport qui est en plus assez green, donc ça pollue beaucoup moins que l'avion ou la voiture. Et puis du coup, on a vraiment tout un accompagnement du parcours. On dit aux gens d'arriver un petit peu plus tôt, on rappelle justement dans nos séquences via des emails automatiques, des notifs automatiques dans le parcours client, on rappelle qu'il faut venir un peu plus tôt, que le port du masque, les accès dans les gares peuvent être un peu complexifiés, qu'il n'y a plus de voiture-bar dans les trains, qu'il faut prendre un petit sandwich avant d'arriver si on a faim. Enfin, voilà, des choses comme ça qui font que une fois qu'on est dans le train, ça va bien se passer et qu'on va avoir envie de dire aux autres que ça va bien se passer, que ça s'est bien passé et qu'on va avoir envie de reprendre le train. Okay. La grosse question, pardon, le dernier point, je finirai là-dessus, pour nous, c'est les pros. C'est-à-dire on se le dit depuis une heure, on a tous beaucoup de télétravaillé. Il y a une partie significative du business du train qui se fait avec les clients professionnels. Et donc, il faut vraiment qu'on réfléchisse à c'est quoi l'expérience client de demain dans les trains. Est-ce que le fait d'avoir du Wi-Fi qui marche super bien, ça suffit et ou une prise électrique, voilà, qui marche super bien. Plus ou moins bien. Plus ou moins bien. Ça dépend des trains, ça dépend des. Mais ouais, le pro, c'est un vrai casse-tête pour nous et il va falloir qu'on travaille dessus à partir de septembre. Okay. Alors, on ne va pas trop déborder parce que je sais que vous avez des engagements ensuite. Mais alors, toutes les questions sont tombées là dans les 5 dernières minutes, ça pleut. Donc, on va répondre vite. Alors, il y en a une, Cyril Guérin de Digital Flagship qui dit si il y a à nouveau un lockdown pour une deuxième vague en novembre, est-ce que vous avez écrit des plans d'urgence ou de priorité suite à ce contexte? Est-ce que l'un de vous peut répondre rapidement? Oui, on est en train de les écrire. Ok. On ne les avait pas forcément et là, on se dit qu'on doit préparer ces plans de continuité. D'accord. Alors, Cédric Rouault qui retient surtout que cette crise est un formidable accélérateur de projets de transformation digitale. Je pense que je ne connais personne qui n'est pas d'accord. Alors, Maxime Blanc qui dit explosion du e-commerce, dit problème de rupture de stock et de délai. Comment a été gérée la communication client? Est-ce que le client était informé a posteriori ou a priori de la non-dispo et du délai de 3 ou 4 semaines? Y a-t-il eu des abandons de panier, annulation de commandes, etc.? Alors, nous, on a fait le choix de la transparence. Pardon, Chantal, on fait le choix de la transparence vraiment de rallonger les délais et de l'annoncer. Et d'annoncer des délais qu'on pouvait tenir. Et tous les jours, on voulait tenir notre promesse client. C'était hyper important. Et on a eu un peu d'annulation, mais franchement très peu par rapport au délai. Alors nous, on a effectivement aussi beaucoup communiqué et en fait, on communiquait quasiment un message presque différent tous les jours en fonction de notre actualité, puis aussi en fonction de la typologie des produits. Le cas des piscines, ça a été un cauchemar. Il ne s'est jamais vendu autant de piscines en si peu de temps. Et c'est là où vous vous rendez compte que quand vos données, vos flux stock et prix ne sont pas tout à fait, on va dire, en instantané, forcément, ça enraye la machine. Donc, oui, on a subi des problématiques avec nos fournisseurs qui n'étaient plus en capacité de produire, de livrer. Et donc, tous les jours, on informait nos clients et en leur laissant la possibilité, bien évidemment, de pouvoir annuler. Donc, oui, on a eu sur certaines catégories de produits pas mal d'annulations liées à tout ça. Et on en souffre encore. On en souffre encore. Ok. Et puis, on a Laure Labadins, donc CDO
de L'Oréal qui nous dit bonjour et qui vous remercie parce que c'était très intéressant. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la plupart des questions. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. On va rester sur cette conclusion. Et merci pour tous vos partages sur votre méthode, sur tous les exemples que vous avez donnés et sur ce nouveau rythme de croisière qui est en train de se mettre en place. Ah oui, je me suis... pardon. Pendant ce temps-là, je suis partie au forum Grimaldi, que vous reconnaissez normalement. Donc voilà, je vous retrouve tous bientôt pour la 4e et dernière e-plénière de One-to-One Retail et e-commerce Monaco. Et puis pour de vrai, en septembre, là-bas. Merci infiniment à tous les trois de vos partages très riches et passez une très bonne journée et une très bonne fin de semaine. Merci Flore, bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup, merci, au revoir.